Alors, honneur aux dames, on commence avec vous, Nadège Yamigo. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, Excellence, quel bilan pouvez-vous faire en termes de reconquête du territoire national? En termes de reconquête, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'initiative est nôtre. Ça, c'est le volet le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été attentistes et l'ennemi qui donnait le rythme de la manœuvre. Et le changement, donc, cette bascule, le fait qu'on ait repris l'initiative de la manœuvre, c'est très important. Et pour pouvoir reprendre l'initiative de la manœuvre, il a fallu donc beaucoup d'efforts en termes de recrutement, d'équipement, mais surtout de formation. Parce qu'une chose aussi est très importante. Aujourd'hui, personne ne connaît notre armée, si je peux le dire, à l'international. Personne ne maîtrise notre armée. Nous avons quitté ce carcan de se faire former par les autres, se faire dicter le programme par les autres, la tactique par les autres. Aujourd'hui, tout est endogène. Donc, ce sont des Burkinabés qui conçoivent le programme en fonction des retours d'expérience sur le terrain, qui forment les hommes, ce qui fait que nous arrivons à faire des prouesses. Et à l'heure où je vous parle, nos unités ont conquis beaucoup de localités, notamment en allant au nord de Djibou. Ces localités qui ont été perdues depuis peut-être bientôt 10 ans, telles que Baraboulé, et bien au-delà jusqu'à Pétékoli, nos unités ont reconquis au bout d'après de bataille, mais ils y sont. Ils sont installés. À l'est également, nous avons progressé en allant vers la frontière béninoise, notamment les villes carrefour telles que Nadiago et autres ont été reconquises et sont sous contrôle. Et nous progressons donc ainsi de victoire en victoire. On peut dire quelque part, Monsieur le Président, donc il y a une montée en puissance de l'armée, il y a beaucoup de moyens acquis, de la formation qui est faite, et pourtant on constate quand même qu'il y a beaucoup de tueries encore et il y a le nombre de PDI, les personnes déplacées internes, en tout cas va croissant. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Le nombre de PDI plutôt va décroissant. Là, les chiffres sont assez clairs. Nous sommes en train de réinstaller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de localités qui sont reconquises. Il y a quelques années de cela, on était à près de 2 millions de PDI. Aujourd'hui, nous avons bien moins d'1 million. Et d'ici encore le mois de mai ou juin, il y aura très peu de PDI. Parce que ces zones, effectivement, quand vous prenez, j'ai parlé tout de suite de Baraboulé, Pétékoli, les zones de Toulfé, Pobé, Mengao, Namsigia et tous ceux qui connaissent le nord de Burkina, tout ça a été reconquis entre novembre et aujourd'hui. Donc vous imaginez toute cette population qui doit se réinstaller et tout. Donc le nombre de PDI va forcément diminuer. Alors, les tueries, souvent l'ennemi, comme on l'a dit, quand il est en perte de vitesse, il se retrouve souvent à poser des actes de désolation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est trouver des populations civiles, tirer sur elles rapidement, s'éclipser. Et très souvent, ils ont cette lâcheté de même filmer ce qu'ils font comme acte contre des gens qui n'ont pas d'armes et tout. Et voilà, ça fait un peu, ils veulent créer l'émoi en fait dans la population. C'est une guerre et ils emploient la tactique des guérillas, nous faisons la contre-guérilla. Mais le plus important, comme j'ai dit, nous nous sommes adaptés et nous évoluons. Parce que ce n'est pas seulement l'équipement qui fait la guerre. Vous avez beau payer les équipements technologiques nécessaires, c'est la ressource humaine d'abord. Et la ressource humaine, il faut la former certes militairement. Et vous voyez que beaucoup de pays africains passent le temps à se faire former par les pays occidentaux et tout. Alors, nous, notre philosophie est la suivante. Est-ce que ces gens qui viennent nous former, c'est Dieu peut-être qui a envoyé des anges les former, eux, à la tactique? Mais pourquoi le noir n'arrive pas peut-être à se dire que lui aussi il peut développer de la tactique? Mais regardez tous les États africains, il faut que les États occidentaux viennent les former. Nous avons mis fin à cela. Nous nous formons nous-mêmes à l'art de la guerre en fonction de nos expériences. Et ça forge l'état d'esprit de la ressource humaine. Et c'est à partir de là que vous pouvez créer la combativité, la résilience, la résistance. Et ça, c'est très important. Donc, l'équipement, certes, mais aussi la ressource humaine qu'il faut valoriser. Et c'est tout ça combiné aujourd'hui qui nous donne ces succès. Excellence, vous avez érigé la brigade des volontaires pour la défense de la patrie au rang d'armée. Oui. Qu'est-ce que cela peut apporter à la lutte contre le terrorisme? Alors, nous l'avons donc érigé en armée parce que c'est ce qu'elle méritait. Nous nous réorganisons. Si vous constatez, en érigeant en armée, les textes ont un peu évolué également. Il y a beaucoup de zones qui étaient, si je peux dire, en 2022, des zones rouges, où nous avons créé donc en fin d'année 2022 beaucoup de VDP et tout ça.
Mais aujourd'hui, après 3 ans, 4 ans, beaucoup de zones sont devenues des zones totalement vertes. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a des zones où on n'a jamais entendu encore un seul coup de feu. Nous avons réussi à créer ce cordon sécuritaire autour. Donc, il fallait réorganiser les VDP pour que ceux-là qui sont dans ces zones vertes, si je peux dire, se remobilisent pour aller au-delà, vers donc les limites de la région, les limites du pays. Et donc, ça crée donc un lot de VDP nationaux et de VDP régionaux. Et laisser très peu de VDP communaux pour continuer à maintenir la situation de stabilité. Donc, cette mutation entraîne une réorganisation. Donc, ils sont organisés maintenant en groupement opérationnel au niveau des régions. Donc, ça fait rang d'armée. Voilà pourquoi nous l'avons érigé en armée et lui donner aussi son autonomie. Une autonomie entière de cercle de fonctionnement, mais surtout de manœuvre. Parce qu'ils ont des missions spécifiques qui leur sont confiées dans la mission globale des différentes armées. Voilà pourquoi on l'a érigé en rang d'armée. Si Nadège le permet, Monsieur le Président, vous avez parlé de formation des hommes, ce qui est très importante. Vous avez parlé également de l'érection, par exemple, des VDP en forces armées. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie. C'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups pour utiliser les peaux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire des bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones complètes décolies. Personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que je dis, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser des UED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches. Ça, on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Excellence, il a été décidé d'un avancement exceptionnel pour des militaires, gendarmes et policiers sous certaines conditions. Est-ce que cela ne va pas amener des graissements au sein des rangs? Non, des graissements. Il n'y a aucune décision dans ce monde qui peut faire l'unanimité. Soit si vous dirigez une structure,
aussi petite soit-elle, comprenez que c'est rare d'avoir une décision unanime. Donc ça, c'est sûr que des gens peuvent être frustrés ou quoi. Deuxième chose, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Tout le monde ne voit jamais dans la même direction. Parce que nous n'avons pas la même capacité de comprendre les choses, même capacité d'analyser et tout, ça fait partie. Mais une chose est sûre, nous sommes en guerre. S'il y a des gens qui se distinguent par leur capacité à aller au-delà de leur mission, il va de soi qu'on les récompense. Il n'y avait pas ça dans l'armée, nous avons modifié les statuts et tout, et nous avons introduit cela. Et donc, nous demandons aux différents commandants d'unité qui sont sur le terrain avec leurs hommes. Il y a des hommes qui posent des actes de bravoure, des actes exceptionnels qui vont au-delà de leur mission. Et de motiver ça par des rapports. Et donc, la hiérarchie a une commission qui siège, qui regarde et qui décide maintenant de quels sont ceux-là. Par exemple, on prend un soldat qui, au cours d'un combat, son travail, ce n'est pas de diriger un groupe ou quelque chose. Parce que c'est le sergent qui peut avoir un groupe de combat qui le dirige et tout. Mais vous allez trouver des soldats qui, par les circonstances, se sont retrouvés à reprendre le contrôle d'un groupe, faire le combat et sortir leur unité d'une situation ainsi compliquée. Ce genre de soldat, il faut le récompenser parce qu'il a la capacité tactique d'être un sergent. Donc c'est cela que les commandants d'unité sont censés recenser, donner les noms, le commandement donc va lire les rapports, analyser tout, et il va de soi qu'on leur donne le grade de sergent pour les motiver. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, peut-être qui ont envie de faire plus, mais qui attendent de voir aussi la motivation derrière. Ça motive plutôt. Ça encourage ceux-là qui hésitent, qui ne veulent pas se donner, à se surpasser. C'est ce qu'on demande. Et dans la guerre, c'est très, très, très important. Quand un soldat, quand un combattant se surpasse, ça change le cours de la guerre. Vous voyez, quand il y a de la pression, il suffit qu'une seule personne décide de maintenir un certain feu ou de faire une certaine manœuvre. Et ça fait carrément basculer la manœuvre ennemie. Et ça, c'est très important. Donc moi, je trouve plutôt, au lieu de frustration, que ça encourage et ça motive. Puisqu'on parle de défense nationale, hein, Monsieur le Président, il y a peu de temps, il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau. Mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Excellence, justement, nous sommes au terme donc, de ce premier volet consacré donc, à la défense et à la sécurité. Si vous le permettez, donc, on va maintenant aborder le volet politique et société de cet entretien. On commence avec vous, Monsieur Sanoro, pour entamer ce volet. Monsieur le Président, ça fait 1 an que la révolution progressiste patriotique est en marche. Alors, 1 an. Progressiste populaire. Populaire est en marche, autant pour moi. Alors, 1 an après, quel est le bilan qu'on peut en tirer? Est-ce que vous en êtes satisfait ou bien il y a des choses à corriger encore? Si vous avez remarqué, en fait, depuis le 30 septembre, c'est une révolution. Mais nous avons attendu un temps pour le proclamer le 1er avril.
Et quand nous l'avons proclamé, nous n'avons pas fait sortir un texte particulier, un manifeste, rien sur l'idéologie. Nous avons observé encore sur un an. Le manifeste sera disponible pour que les gens voient un peu l'idéologie qui est derrière les grands thèmes. Mais déjà, c'était pour observer. Comme je l'ai dit, le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Dès qu'on l'a proclamé, il y a eu beaucoup d'initiatives. Beaucoup de gens, qu'ils soient intellectuels ou pas, parce que quand on dit intellectuel, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait l'école. Voilà, ce n'est pas ceux qui parlent le français. Les intellectuels sont dans toutes les couches sociales. Que vous partez au grand marché à Roroko ou un peu partout, vous trouverez des intellectuels, parce que l'intellectuel, c'est l'intelligent d'abord. C'est lui qui est capable de comprendre ce qu'on veut faire. Ils ont pris beaucoup d'initiatives pour expliquer le comportement qu'il faut pendant la Révolution, pour expliquer ce qu'il faut faire pendant la Révolution. Et moi, j'ai observé un peu partout, les gens ont animé des conférences, les gens ont éduqué, les gens ont formé à l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je voulais voir. Et à partir maintenant de ce manifeste, et vous voyez qu'on est en train de mettre aussi en place petit à petit, on avait créé l'Institut des peuples noirs, mais ce n'était pas monté en puissance. Et tous vont participer à la formation de l'élite révolutionnaire burkinabé. Et l'élite révolutionnaire qu'on veut vraiment former, ceux qu'on veut toucher, ce sont les plus jeunes. Et déjà, je tire mon chapeau aux enseignants et tout. Dès qu'on l'a proclamé, regardez dans plusieurs écoles, beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. Des enseignants ont pris des initiatives, commencé à former les gens à l'esprit révolutionnaire, au patriotisme, à tout ce qui va avec la révolution. J'ai beaucoup apprécié. Les enseignants ont pris l'initiative depuis l'école, avant même qu'on dise aux gens de transformer les écoles petit à petit à la production. Refaire des jardins scolaires, permettre aux enfants de produire. En fait, ils sont en train de ramener les enfants aux fondamentaux du Burkinabé. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que cet esprit révolutionnaire intrinsèque-là est toujours là? Et c'est maintenant qu'il faut le raviver. Donc, vraiment, on est satisfait. Et c'est à nous de faire le reste du travail pour former les gens, parce que comme c'est une révolution progressiste, le contexte a changé. C'est différent un peu de la révolution démocratique. Le contexte a beaucoup changé, le monde a évolué. Et la révolution progressiste doit s'adapter au monde actuel. Et cette transformation est en train donc de se mettre en rail. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis les questions d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, et il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, c'est lui qui vient comme ça, vous parlez de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent.
La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie, que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaoré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Mais une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu? Quand il y a une loi, est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu
que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Excellence, les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez donner l'argent, c'est ce qui nous a amené déjà à créer une commission de réception des dons, si vous vous souvenez. Après, les FSP maintenant. Parce qu'on cherchait les gens, mais on a dit, bon, comme vous en avez trop et que vous avez une sale habitude, donnez. On prenait et on pose le trésor dans un compte. Maintenant, si après, tu viens derrière pour dire, bon, nous vous soutiens, il faut que j'ai mes camions à la douane, ils ont dit ici, ça, il faut nous aider à sortir. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils vous expliquent même la méthode, parce qu'ils vous disent que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas payer toute la douane, tu vas payer toutes tes taxes comme il faut. Si tu veux chanter, faire chanter quelqu'un parce que tu as soutenu ou quoi, ça est au trésor, ça aide les combattants. Donc c'est cette manière de faire la politique et tout. On a mis fin. Ça, il faut une nouvelle idéologie politique. Il faut une formation avant qu'on parle de politique, à notre manière. Donc voilà pourquoi on a suspendu. Et après on a dissous. Mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui faisaient la politique sont d'accord. La RPP, là, c'est pas d'autres personnes, ce sont les mêmes individus, mais je pense que les gens ont compris maintenant qu'ils étaient manipulés, ils étaient sur la fausse voie, et maintenant on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc quelque part, c'est pas des individus qui ont quitté, ce sont les mêmes individus, mais je pense qu'il y a eu un déclic qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dissous, les partis impérialistes, mais les hommes sont là, en train d'être reconstruits à mesure de lancer la machine Burkina Faso. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et des tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon, voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça. Parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se
casé tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liaisons avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier. Je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel. Donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là. Nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays. Des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméras Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire. Il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc, il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé, mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités. C'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut. Et ensuite, donc, s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc, il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement, parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête. Par exemple, on a mis un processus en place, par exemple, avec la brigade Laballe, pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin. Ou bien le garder sur place. Non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance. On a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montrée, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats.